Bonjour à tous. Je suis absolument navrée de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui physiquement en personne, mais par contre je suis ravie d'introduire cette table ronde sur la manipulation du grand public par les médias, la science et les réseaux. Vaste programme. Et le sous-titre, je l'aime beaucoup, comment être moins naïf que Blanche-Neige. Nous allons voir cette question qui n'est pas simple, mais on va essayer de la décortiquer ensemble avant que vous puissiez débattre avec les participants à la table ronde. Nous allons explorer en 3 temps la question. Le premier temps sera de savoir si nous sommes réellement manipulés par les médias, la science et les réseaux. La seconde sera de savoir si Blanche-Neige est si naïve que cela. Et nous explorerons pour finir des voies de solution, ou en tout cas des pistes de solution pour essayer d'arranger tout cela. Petite précision, je vais vous parler majoritairement de santé et d'exemples de santé, puisque c'est mon domaine d'expertise. Je suis vétérinaire et journaliste de formation, et ça fait plus de 15 ans que je travaille en communication de santé publique et en formation des professionnels de santé ou des acteurs de santé sur la communication en santé publique, notamment auprès d'organisations internationales telles que l'OMS. Alors, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de manipulation par les médias, la science et les réseaux ? On parle en fait d'une mutation profonde de notre environnement d'information. C'est d'ailleurs cette mutation qui nous perturbe la capacité d'appréhension et de compréhension de l'information. Sans compter qu'on n'a jamais eu autant accès à de l'information. Mais on manque des compétences pour analyser l'afflux d'infos que nous recevons. La quantité d'infos a explosé, mais ce ne sont pas seulement les données brutes qui ont augmenté. Quand on parle de santé, en 2011 déjà, un chercheur qui travaillait sur les défis et les opportunités pour l'enseignement médical avait estimé que, alors qu'en 1950, il fallait 50 ans pour doubler la quantité d'informations médicales, bien, en 2020, il ne faudrait plus que 73 jours. Donc la production d'informations scientifiques est démultipliée et son relais également est démultiplié. Il n'a jamais été aussi simple. Il suffit de réfléchir à quand, par exemple, vous-même, vous publiez une recherche, vous voulez le faire savoir et vous n'avez jamais eu autant d'outils pour le faire savoir, en fait. Il vous suffit de publier l'article scientifique, c'est peut-être la partie la plus difficile. Et ensuite, un coup d'IA pour créer un post LinkedIn, ça va vous donner des angles, ça va vous donner des façons de l'écrire, vous allez pouvoir choisir, modifier, tac, tac, tac. Une demi-heure, c'est fait. Vous pouvez aussi faire un très joli visuel avec des outils tels que Canva. Je n'ai pas de royalties chez eux, mais c'est très très simple. Et pour ce visuel, vous allez utiliser un chiffre ou une citation de votre article, et hop, ce sera mis sur les réseaux. 1 heure maximum, et vous pouvez diffuser de l'information. Le tour est joué. Le problème, c'est que ça, tout le monde peut le faire. La chaîne de transmission d'informations a été complètement bouleversée et chacun est devenu producteur d'infos, journaliste, chercheur et parfois même son propre médecin. En 2020, par exemple, nous avions des milliers d'experts en virologie, d'un seul coup, sans parler des experts en covidologie. Aujourd'hui, tout le monde peut prendre la parole et c'est magnifique, vraiment. On a une chance incroyable d'avoir accès à autant d'informations et de pouvoir aussi facilement s'exprimer. Mais cette chance incroyable vient aussi avec des côtés vraiment négatifs. Et en période de crise, cela peut donner ce qu'on a appelé l'infodémie. L'OMS a défini l'infodémie comme étant la surabondance d'informations, qui soient exactes ou non, dans l'espace numérique et physique, et qui accompagne un environnement sanitaire aigu, tel qu'une épidémie par exemple. Et même en dehors des crises, notre premier réflexe étant d'aller sur Internet, d'aller checker sur Internet, on a accès à de l'information de façon démultipliée et de multiples sources différentes avec une qualité très très variable. Donc l'information n'est plus descendante des experts vers les personnes naïves sur le sujet de l'information. Elle est beaucoup plus horizontale, partagée, elle circule. Et lorsque les gens ont des questions, ils vont chercher des réponses partout là où ils peuvent. Et si les scientifiques et les autorités ne leur fournissent pas les réponses à leurs questions, j'insiste, les réponses à leurs questions et pas les informations que les scientifiques veulent transmettre, vraiment les réponses aux questions, et bien les gens vont aller les chercher ailleurs et ils vont se tourner vers des sources qui seront moins fiables, moins scientifiques et potentiellement se tourner vers de la désinformation sans le vouloir à la base.
Nous sommes donc constamment exposés à du contenu de qualité très variable, créé par des sources plus ou moins expertes, avec de plus ou moins bonnes intentions. L'actualité outre-Atlantique, notamment, nous le montre tous les jours. L'information peut être manipulée de façon intentionnelle à des fins politiques, électorales, économiques et j'en passe. Je vous ai mis un exemple sur l'écran, ces fameux épisodes du candidat à l'époque, Donald Trump, qui disait face caméra pendant un débat que les immigrés mangeaient les chiens et les chats à Springfield, chose qui était totalement fausse, mais qui avait pour objectif d'être capter l'attention et de toucher la fibre familiale et sensible des habitants américains de cet État. La désinformation peut donc être créée par des acteurs hauts en couleur comme celui-là, mais elle peut être beaucoup plus insidieuse également, elle peut être diffusée par de divers canaux, robotiques ou pas, pour entrer dans le flot des discussions politiques, privées, publiques et manipuler les opinions. Puis il y a aussi la désinformation qui vise à vous faire acheter des produits, acheter des services qui sont trompeurs ou qui sont faux. Et quand on parle de santé, les traitements miracles, c'est bien connu. La cure qui va vous faire perdre 20 kilos en l'espace de 5 jours et sans reprise de poids derrière. Tout cela est passible de représailles légales. Le processus est long, il n'est pas simple, mais ça vaut vraiment le coup d'aller signaler aux fraudes et je vous encourage largement à aller signaler. Le problème est que cette désinformation avec intention de nuire n'est pas, et loin de là, la seule information trompeuse qui circule dans l'environnement d'information moderne. Beaucoup d'informations fausses ou trompeuses sont générées sans intention de nuire ou partagées sans intention de nuire. C'est même plutôt le contraire. C'est ce qu'on appelle la mésinformation. Elle est créée et relayée de bonne foi. Les individus la partagent dans l'idée de bien faire, ils veulent alerter leurs proches, transmettre une connaissance perçue comme utile, et puis parfois ils veulent se faire mousser sur les réseaux. Les aficionados des réseaux savent bien que suivent les bons conseils pour faire du clic, pour attirer leur audience, attirer l'attention. On est dans un monde où l'attention est une ressource très rare, et donc il y a toute une économie de l'attention, une économie de l'engagement. On utilise un bon chiffre, on utilise un bout d'étude, si on parle de recherche, un bout d'étude attractif, on le sort de son contexte, on le sort de la nuance dans laquelle il était positionné pour le mettre nu, entre guillemets, sur les réseaux et le faire circuler de façon décontextualisée. En faisant ça, on crée en toute bonne foi parfois de la mésinformation. Et ce qui la rend problématique, c'est qu'elle participe, malgré elle, à la confusion générale dans le contexte de surabondance d'informations, dont on a déjà parlé, dans le contexte d'infodémie. Ce flux ininterrompu, en fait, d'informations qui mêlent informations fiables, fausses croyances, contenus douteux, cela embrouille les repères, embrouille les comportements, les capacités de prise de décision et les comportements au final, notamment en matière de santé. Et on l'a vu pendant la Covid, on a des comportements protecteurs qui n'ont pas été adoptés du fait de mésinformation ou de désinformation. Il y a eu des choix erronés, des hésitations et parfois même de la part de personnes qui étaient formées, de soignants, de scientifiques. Tout ça a été dû à cette cacophonie informationnelle. Et donc pour conclure sur cette première partie, sur cette première question de sommes-nous manipulés par les médias, la science et les réseaux, je dirais plutôt qu'il y a des acteurs de désinformation, gouvernementaux ou d'intérêts privés, oui, mais il y a surtout une perturbation profonde de l'environnement d'information à laquelle on participe tous et à laquelle nous, scientifiques, nous devons nous adapter au plus vite si nous souhaitons que la voix de la science reste audible. Cela m'amène à mon second point. Blanche-Neige est-elle si naïve que cela ? Je pense que non. Blanche-Neige n'est pas naïve. Les Français sont conscients du problème, de plus en plus. Et d'ailleurs, il y a une étude de Verian, pour Harmonie Santé et l'INSERM, qui a montré là, très récemment, début 2025, que 47% des Français déclarent avoir déjà été confrontés à des fake news en santé, que 66% des Français considèrent que le domaine de la santé est plutôt très exposé aux fake news, et ils considèrent à 90% que la lutte contre la désinformation, alors en santé, mais je crois que c'est 92% pour la désinformation en général, est jugée comme d'une importance capitale, et ça souligne une prise de conscience générale de la gravité de la situation.
Par contre, je voudrais attirer votre attention sur un constat et un chiffre qui viennent d'une autre étude, d'un baromètre de la société Edelman, d'un baromètre sur la confiance et la santé. Ils font le constat qu'en fait aujourd'hui les diplômes ne suffisent plus pour être une voie légitime. L'expérience personnelle de problèmes de santé et le fait d'avoir déjà fourni un conseil en santé qui a été utile à l'audience compte presque autant. Et donc ça c'est le constat. Et le chiffre est que 45% des 18-34 ans, donc je pense que la plupart des personnes qui sont en train de m'écouter dans cette salle font partie de cette tranche d'âge, 45% pensent qu'un citoyen qui a fait ses propres recherches sur Internet notamment, est aussi bien informé sur la plupart des questions de santé que son médecin. Ça fait près d'un sur deux quand même. Blanche-Neige n'est donc pas naïve, mais elle ne fait pas une confiance aveugle non plus aux experts. N'en concluons pas pour autant qu'elle ne fait pas confiance ou qu'elle s'est détournée de la science. Il y a eu une étude multicentrique internationale, une très belle étude qui a été publiée fin 2024 et qui montre que les citoyens font encore de partout dans le monde, font encore vraiment confiance à la science. Par contre, ils reprochent, et donc confiance à la science et aux scientifiques, pardon. Par contre, ils déplorent l'attitude un peu supérieure des scientifiques et ils appellent très majoritairement à beaucoup plus de communication, beaucoup plus de vulgarisation sur les thématiques de la science, vulgarisation et communication qui devraient venir des scientifiques eux-mêmes. Je vous invite à lire cette étude, je vais transmettre les références, ces constats qui ont été faits sur la confiance dans la science résonnent en fait avec ce qu'a trouvé Verian, l'étude Verian dont je viens de vous parler, sur la place que le grand public pense que les scientifiques devraient avoir dans la solution par rapport aux fake news. Vous voyez sur cet écran, quand on leur demande quels sont les acteurs qui devraient s'engager prioritairement pour lutter contre les fake news dans le domaine de la santé, ils citent bien sûr les médecins, l'État, les établissements de santé, mais très proche derrière, vous avez la communauté scientifique. Donc vraiment, c'est pas le trio de tête, mais quasiment. On est sur la première page juste après le trio de tête. Et je n'ai pas les chiffres pour la science en général, mais je pense que c'est intéressant de la voir. Il y a en tout cas une grosse attente. Donc on va terminer cette présentation, cette introduction par parler de début de piste de solution pour que vous puissiez les débattre avec les personnes qui sont présentes à la table ronde. La première piste que je voudrais donner est plus un shift mental pour arrêter de penser que c'est le problème des autres, ou le problème du grand public, de ce grand public. C'est un truc un peu vague, le grand public. Mais vraiment s'inclure dans la dynamique autant du problème que de la solution. On est tous la Blanche-Neige d'un autre expert et on fait tous partie du grand public lorsqu'une infodémie se déclenche et que la confusion règne. Il suffit de voir le nombre de soignants qui ont eu des hésitations ou des engagements pour des traitements un peu étranges pendant la crise de la Covid pour se rendre compte qu'en fait on n'est pas à l'abri de tomber dans le biais de la désinformation ou de la mésinformation. Et lorsque nous sommes dans notre domaine d'expertise, Blanche-Neige nous regarde et attend de nous que nous lui transmettions connaissance, que nous l'écoutions et que nous répondions à ses questions pour qu'elle ne se tourne pas vers de la désinformation ou de la mésinformation. Donc la première piste pour moi, qui est très importante, c'est vraiment de réfléchir aux solutions de façon sociétale et non individuelle, avec beaucoup d'humilité et en se rappelant que nous sommes toujours la Blanche-Neige dans notre expert. Deuxième piste de solution, je pense qu'il est très important de se former ou se reformer à la méthode scientifique pour pouvoir mieux l'expliquer en fait. On parle beaucoup aussi de la formation à l'esprit critique. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder les sessions YouTube, les sessions qui ont été faites à la Sorbonne par Gérard Bronner sur l'esprit critique. C'est disponible sur YouTube. Je mettrai aussi la référence à la fin de cette présentation. Il est très important de se reformer à l'esprit critique, mais surtout en tant que chercheur ou que scientifique, à la méthode scientifique. Qu'est-ce que c'est que l'esprit scientifique ? Qu'est-ce que c'est qu'une question de recherche ? Quelle est la différence entre la recherche et la science ? Qu'est-ce qu'un consensus scientifique ? Et pourquoi est-ce
pourquoi est-ce qu'on peut lui faire confiance, c'est les mécanismes d'autocorrection qu'il peut y avoir dans la recherche et dans le mécanisme de consensus scientifique. Voilà, comment tout cela fonctionne, parce que on l'intègre en fait quand on est scientifique ou quand on est chercheur. On l'intègre tellement qu'on ne sait plus l'expliquer, que ça nous semble évident de base. Et donc ça donne ce côté un peu, mais c'est évident, mais c'est sûr, mais comment est-ce que vous pouvez croire autre chose? Voilà, donc savoir se reformer à ça, reprendre le fil de comment est-ce qu'on en arrive à penser tel que nous pensons nous, ces modes de réflexion pour pouvoir mieux les transmettre, mieux les expliquer, mieux les partager avec toutes les Blanches-Neiges qui sont autour de nous et qui ne demandent qu'à ne pas être trompés. Et le dernier volet de solution que je vais vous proposer, c'est plus orienté vers vraiment de la désinformation, mésinformation, et ça va regrouper ce qu'on appelle le pré-bunking et le debunking. Le debunking, ce mot un peu bizarre, jargonneux, c'est en fait ce qui recouvre tout ce qui est fact-checking, tout ce qui est vérification des faits en bon français. Il y a des techniques qui sont appliquées par les fact-checkers professionnels, notamment la lecture latérale, qui permet non seulement d'aller vérifier la source de l'information, mais aussi d'aller voir ce que les autres ont dit sur la même information de façon décalée en dehors du contexte, pour pouvoir essayer de se faire une idée qui n'est pas seulement axée sur une parole, sur une présentation, sur un angle de présentation. C'est d'autant plus important de savoir le faire qu'on est dans un monde où la vérification des sources, entre guillemets, va devenir de plus en plus complexe, hein, vu les attaques qui sont faites sur la science aux États-Unis. On a beaucoup de désinformation qui est transmise aujourd'hui par des sources qui avant étaient considérées comme très fiables. Aujourd'hui, on ne peut plus compter sur elles, on peut à peu près douter de tout. Enfin, pas de tout, mais de beaucoup de choses malheureusement. Et donc, ça va devenir très très compliqué de vérifier les sources. En tout cas, la fiabilité des sources varie fortement. Donc, savoir appliquer ces techniques de lecture latérale est important. Mais le pré-bunking est aussi très important, justement du fait de la qualité variable des sources aujourd'hui. Le pré-bunking, c'est comprendre quelles sont les tactiques, quelles sont les techniques pour créer de la désinformation ou de la mésinformation. Et quelles sont notamment les tactiques qui sont utilisées dans le dénialisme scientifique. Comment est-ce qu'on manipule les chiffres, comment est-ce qu'on manipule une vidéo, comment est-ce qu'on manipule une image, comment est-ce qu'on manipule une citation qui est sortie de son contexte. Toutes ces façons de faire on peut être formé à ça, et ça permet en fait quasiment de nous vacciner contre. Alors c'est beaucoup dire, hein, c'est pas parfait comme technique, il n'y a aucune technique parfaite de toute façon, mais en tout cas ça permet d'inoculer, ça permet aux gens de détecter en amont. Quand ils voient une information, ils vont pouvoir aller repérer la manipulation de l'information et donc avoir plus d'indications pour savoir si l'information est fiable ou pas. Donc voilà, ça vous fait quelques petites pistes. Moi, pour ma part, j'ai pris le parti de former sur le sujet, sur tout ce qui est manipulation d'informations et comment est-ce qu'on la détecte, comment est-ce qu'on communique bien l'information scientifique et de santé aussi. Donc j'ai pris le parti de former les acteurs de santé et les professionnels de santé sur le sujet, depuis le soignant, mais aussi l'association de patients, les associations de pères aidants, les aidants, etc. Je le fais via une newsletter bimensuelle avec des webinaires intégrés, des infographies, des articles, etc. Et via une formation, pour l'instant, bootcamp de 3 heures, hein, qui permet vraiment de plonger dans le sujet, de pratiquer, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne et de repartir mieux armé dans le nouvel environnement d'information pour pouvoir aussi mieux le transmettre autour de nous. Voilà, j'espère que vous trouverez votre propre façon d'agir, de faire partie de la solution. J'espère que ce tour d'horizon de l'environnement d'information et ces débuts de piste vous aideront dans la suite de vos aventures en recherche ou en tant que chercheur. Et j'espère que ça vous permettra de bien discuter dans cette table ronde, d'introduire avec de bonnes questions pour cette table ronde. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un très bon débat. Je vais vous mettre une dernière diapo avec les références et puis le lien pour vous connecter à moi sur LinkedIn si vous le souhaitez. À très bientôt et bonne table ronde.